Bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle balade historique grâce à encore une fois Assassin's Creed Unity. Nous allons partir à la découverte de différents monuments de la ville de Paris, comme ils étaient modélisés à l'époque, et nous verrons que la plupart d'entre eux nous pouvons encore les retrouver tels quels aujourd'hui. Le but de cette petite balade, un petit historique, afin de faire le point et résumer rapidement l'histoire de tous ces monuments. Si ce type de vidéo vous plaît, le jeu regorge de monuments encore présents aujourd'hui dans la capitale, donc je me ferai un plaisir de faire encore quelques recherches pour vous proposer d'autres contenus du même type. Alors accrochez-vous bien, la visite commence juste après le générique. On commence cette visite au petit matin par la découverte du jardin des Tuileries. Alors le palais des Tuileries, qu'est-ce que c'est ? C'est un ancien palais de style Renaissance qui a été construit à Paris à partir de 1564 sous l'impulsion de Catherine de Médicis, à l'ouest du palais du Louvre. Il fut la résidence de nombreux souverains français. Il a entièrement brûlé en 1871. Alors le palais des Tuileries a été agrandi sous les différents règnes successifs jusqu'à se développer en une immense façade que nous pouvons voir de 266 mètres. Les Tuileries ont été la résidence royale de nombreux souverains, comme Henri IV, Louis XIV ou encore Louis XVI. Puis, elle est devenue résidence impériale sous Napoléon Ier et Napoléon III. Le palais fut malheureusement détruit par un incendie sous la Commune de Paris en mai 1871. Ses ruines furent rabattues finalement en 1883. De nos jours, les Tuileries sont surtout connues pour leur grand jardin, le fameux jardin des Tuileries, qui est fréquenté par de nombreux promeneurs. On continue notre visite avec le Palais Bourbon. Alors le Palais Bourbon, qu'est-ce que c'est ? C'est un ancien palais princier situé à Paris au bord de la Seine, le long du quai d'Orsay. Actuellement, il est le lieu de réunion de l'Assemblée nationale de la France. Les nombreuses salles luxueuses dont il est composé sont l'œuvre du Montpelliérain Jules de Joly. Le joyau est la longue galerie des fêtes, empruntée pour rejoindre l'hôtel Lassé, la résidence du président de l'Assemblée, qui cherche à imiter la galerie des classes du château de Versailles. L'ensemble est orné de peintures de grande valeur. Le salon du roi abritait sous la Restauration le trône de Louis-Philippe Ier. Prévu pour ses passages à l'Assemblée, que le chef d'État se rende à l'Assemblée n'est maintenant plus permis par la Constitution. Prochaine étape de cette visite, nous allons nous arrêter au niveau du Panthéon. Le Panthéon est l'un des plus célèbres monuments français. Il est dédié aux grands personnages de la République française. Il va être situé au centre de la place du Panthéon, dans le quartier latin à Paris. Le fronton du Panthéon, comme on a pu le voir, porte la célèbre inscription « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Vers 1760, Louis XV, atteint d'une grave maladie, priera Sainte Geneviève, que les catholiques considèrent comme la patronne de Paris, en exprimant le souhait de guérir. Exaucé, il décide de faire ériger une église en l'honneur de Sainte Geneviève, et il nomme pour cela l'architecte Jacques-Germain Soufflot, qui créera lui-même en 1760 la rue qui porte son nom. À l'époque, seule y est enterrée Sainte Geneviève. Mais vers 1790, l'État décide d'y recevoir les tombeaux des grands hommes de l'époque de la liberté française. Pendant l'ère moderne, le bâtiment fut l'objet de plusieurs campagnes de restauration. Et on continue notre visite de Paris avec l'hôtel des Invalides. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un monument parisien dont la construction a été ordonnée par le roi Louis XIV en 1670 pour recevoir les invalides de ses armées, c'est-à-dire les officiers et les soldats blessés au combat. Le bâtiment comprend l'église Saint-Louis des Invalides, siège de l'évêque catholique des armées, qui abrite maintenant le tombeau de Napoléon. Elle est très célèbre pour son dôme doré, que nous pouvons apercevoir ici. Les Invalides abritent le musée de l'armée et l'historial Charles de Gaulle. L'hôpital des Invalides existe toujours aujourd'hui dans l'enceinte des bâtiments et il est géré par le service de santé des armées. Et nous continuons à présent par le Palais du Luxembourg, qui est une ancienne demeure royale située dans le 6e arrondissement de Paris. Initialement, l'hémicycle avait été édifié par la Chambre des Pairs, mais de nos jours, il est le lieu de réunion du Sénat français. À l'aube du XVIIe siècle, Henri IV est mort et Marie de Médicis est régente en raison de la minorité de son fils. Elle n'apprécie pas trop l'architecture française et la conception du Louvre. Elle se met donc en quête d'un terrain où elle puisse établir un palais de style florentin, entièrement dédié à sa personne. Elle quitte donc le Louvre et achète le domaine du duc de Pinay-Luxembourg.
Elle est attirée par les vastes étendues des lieux, tout prêt à être cultivé et à devenir son jardin floral tant rêvé. Elle va édifier en 1612 le palais à l'aide de l'architecte Salomon de Brosse, et elle appelle Pierre-Paul Rubens pour la décoration. Il est situé juste à côté de l'ancienne résidence du duc de Luxembourg, aujourd'hui palais de la Présidence, lieu où réside le président du Sénat. Elle voulait que le palais soit bâti sur le modèle du palais Pitti à Florence, sa ville natale. Le jardin devait s'élever devant le palais avec de nombreux parterres de fleurs joliment disposés. Plus loin, elle fit ériger par l'ingénieur Thomas Francine une très grande et belle fontaine, toujours de style florentin, qu'alimenta en eau par un ancien aqueduc romain. À la Révolution française en 1789, les bâtiments sont réquisitionnés comme biens de l'État et convertis en prison. Certains prisonniers qui y sont enfermés sont des plus illustres, comme le célèbre Danton. Pendant l'occupation allemande en France, de 1940 à 1944, le palais est investi par les Allemands et le jardin du Luxembourg est le cantonnement d'un régiment allemand. On réaménage alors le jardin avec des barbelés et des bunkers. Le jardin, évidemment interdit au public, est utilisé pour garer les véhicules des Allemands. Le palais est finalement délivré par des occupants grâce à la 2e division de blindés qui, en août 1944, force les Allemands à jeter les armes. Depuis, il appartient désormais à l'État français. Allez, on change totalement de quartier et maintenant nous allons nous arrêter à l'Hôtel de Ville de Paris. L'Hôtel de Ville de Paris est un palais situé dans le 4e arrondissement de Paris. Il est de nos jours le siège de la mairie de Paris et les locaux de l'administration de Paris. La construction du premier bâtiment a été ordonnée et financée par Étienne Marcel. Il était le siège du prévôt des marchands, personnage de premier rang qui dirigeait les commerçants à Paris. Il avait une autorité de justice sur eux. À ce titre, c'était une mairie, puisque les charges d'un prévôt ressemblaient à celles d'un maire actuel. Contrairement à tous les autres palais, le bâtiment n'appartenait pas à la royauté française. Il représentait les Parisiens et appartenait à leur maire. Pendant la Révolution de 1789, la commune siégeait à l'Hôtel de Ville. Le 9 Thermidor en 2, Robespierre y fut arrêté par des soldats envoyés par la Convention. Pendant l'insurrection de la Commune de Paris, le chef-d'œuvre architectural est ravagé par un incendie. 2 ans plus tard, il est restauré toujours dans les idées de la Renaissance jusqu'en 1892 sous la direction de Théodore Balue. Il était situé au cœur de Paris et la place devant laquelle il s'élevait était très réputée car c'était là que les exécutions capitales de personnes célèbres étaient faites. À l'époque, la bourgeoisie se plaisait à y assister. De nos jours, l'Hôtel de Ville est la plus grande mairie d'Europe, apte à symboliser la puissance de Paris, surnommée la ville lumière. Voilà, ce sera tout pour cette première visite guidée. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé et à partager au maximum autour de vous. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez suivre les prochaines vidéos et les prochaines leçons historiques, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton dédié à cela juste en dessous. Voilà, en attendant les prochaines vidéos, portez-vous bien. Salut!